Merci, monsieur le professeur. Merci à tous et merci particulièrement aux organisateurs de m'avoir permis de venir vous parler ici de l'ambassade de France à Berlin dans une période qui, pour beaucoup, vous semble peut-être un peu une relevée de la préhistoire, puisqu'on va repartir au lendemain de la Première Guerre mondiale et donc particulièrement au début des années... Enfin, aux années 20. Et je voudrais même, pour commencer cette introduction, partir encore plus loin en arrière et remonter finalement à la fin du 19e siècle et même aux années 1870, puisque, vous le savez peut-être, l'histoire de la diplomatie française à Berlin, elle est très marquée par cette mémoire de la guerre de 70. Au lendemain de la guerre de 70, enfin même au moment de la guerre de 70, lors du déclenchement de la guerre, l'ambassade de France à Berlin, l'ambassade de France en Prusse à l'époque, est montrée du doigt, est accusée comme étant pour une grande partie responsable de la guerre. Son ambassadeur, le comte de Benedetti, est accusé d'avoir été dupé par Berlin dans le fameux épisode de la dépêche d'Ems. Cette ambassade, elle est aussi accusée de ne pas avoir prévenu la France de la qualité de l'armement de cette nouvelle armée allemande qui était en train de se constituer et qui a, vous le savez, écrasé l'armée impériale de Napoléon III en l'espace de quelques semaines. Et du point de vue de la mémoire diplomatique, donc cet épisode de 70 est resté comme une véritable légende noire, en tout cas pour ce qui est des hommes qui ont représenté par la suite la France à Berlin. Elle a été érigée en contre-modèle, en repoussoir. Et là où on en vient à notre diplomatie du XXe siècle, ce qui est intéressant, c'est que comparativement à cette légende noire de 70, les hommes qui représentaient la France à Berlin en 1914 ont été étrangement exemptés de toute critique, alors qu'on aurait pu penser quand même qu'ils faisaient partie de leur responsabilité de travailler au rapprochement franco-allemand, et donc que la guerre était aussi leur échec quelque part. Ces hommes, et notamment leur ambassadeur de l'époque, Jules Cambon, sont exempts de toute critique. En 1914, on ne leur reproche pas du tout le fait d'avoir participé à la course à la guerre. Et non seulement ils sont exempts de toute critique, mais ils sont, du fait notamment des conditions compliquées dans lesquelles ils ont dû quitter Berlin en 1914, d'un rapatriement rocambolesque via le Danemark, la Norvège, l'Écosse, etc., rapatriement pendant lequel ils ont été maltraités, tout est relatif, mais en tout cas ils disent avoir été maltraités par les autorités allemandes. Tout ça a fait de ces hommes finalement beaucoup plus des martyrs, ou en tout cas des héros de la guerre, que des responsables pointés du doigt. Et dès lors, là où les choses deviennent intéressantes à mon sens, c'est que cette absence de critique faite à la diplomatie française à Berlin en 1914 débouche au moment de la guerre et au lendemain de la guerre sur l'absence de toute remise en question finalement, de tout examen de conscience de cette diplomatie française en Allemagne, au moment où l'ambassade de France rouvre ses portes au tournant des années 1919-1920. Et au contraire, peut-être, on voit s'ouvrir une ambassade qui peut paraître, à certains points de vue en tout cas, à contre-courant des évolutions qui semblent à l'œuvre au même moment, en ce début des années 20, évolution donc concomitante des systèmes européens qui, eux, ont été critiqués quand même au moment de la Première Guerre mondiale, vus comme une faillite du système diplomatique européen. L'ambassade de France, à Berlin en tout cas, au moment où se met en place l'internationalisme de la SDN, etc., paraît, à certains points de vue, on va le voir, peut-être justement à contre-courant de ces évolutions. Et donc c'est cette posture un peu particulière que je voudrais essayer de vous présenter rapidement ici, entre, d'un côté, nostalgie d'une grandeur passée, sentiment de déclassement, on en parlait tout à l'heure, il est très présent, résistance à certaines innovations qui sont mises en place dans les systèmes européens, réflexe corporatiste aussi des diplomates qui sont toujours là. On retrouve aussi la question de la défense du bilatéralisme qu'incarne par définition l'ambassade, alors même qu'on exalte les principes de la diplomatie, de la sécurité collective et du multilatéralisme. Donc tout ça formant une espèce de tradition diplomatique, pour reprendre le terme que j'avais employé pour le titre de cette communication. Donc tous ces éléments d'un côté, et puis de l'autre côté, cette ambassade de France à Berlin, elle doit aussi élaborer des stratégies d'adaptation pour essayer de maintenir finalement cette place privilégiée qu'avaient les grandes ambassades dans un système qui est en train d'être recomposé et notamment qui a été bouleversé par l'instauration du multilatéralisme et particulièrement de l'internationalisme de la SDN. Donc, c'est un petit peu le tableau que je voudrais brosser ici. L'ambassade rouvre ses portes officiellement en janvier 1920, au moment où le traité de Versailles entre en vigueur et donc où l'état de guerre entre la France et l'Allemagne se termine officiellement. Mais
Pour comprendre un petit peu ce qu'est cette ambassade, je crois qu'il est important de revenir sur une période immédiatement précédente et une expérience particulière qui est ce qu'on a appelé la mission Agnin. Mission Agnin du nom de son chef, le professeur l'universitaire Émile Agnin, qui avait été mandaté officieusement par le Quai d'Orsay pour observer à Berlin, au profit de la diplomatie française, ce qui se passait dans cette Allemagne en pleine effervescence révolutionnaire. La mission Agnin arrive à Berlin en mars 19, à un moment où les relations officielles entre la France et l'Allemagne sont toujours théoriquement coupées. On est toujours en état de guerre puisque la paix n'a pas été signée. Cette mission Agnin donc, est composée d'une petite douzaine d'hommes et on retrouve des gens qui sont appelés à jouer des rôles importants dans l'histoire diplomatique de l'entre-deux-guerres et d'ailleurs aussi des historiens. Par exemple, quelqu'un comme Maurice Beaumont a été membre de la mission Agnin, quelqu'un comme René Massigli, le futur chef du service français de la SDN. Mais tous viennent du vivier universitaire et c'est assez intéressant. Cette mission Agnin, donc, elle est en poste à partir de mars 19 et elle met en œuvre des méthodes diplomatiques très différentes de celles qu'on pouvait constater chez les diplomates français présents sur l'Hpré avant la Première Guerre mondiale. D'abord, ces hommes de la mission Agnin, ils ne refusent et ils n'hésitent jamais à s'impliquer dans les affaires intérieures allemandes. Au contraire, ils font tout ce qu'ils peuvent pour s'immiscer dans les destinées des gouvernements successifs de cette Allemagne en pleine effervescence révolutionnaire. Traditionnellement aussi, mais avec beaucoup moins de discrétion que les diplomates français plus classiques, on va dire, ils s'immiscent et ils font tout ce qu'ils peuvent pour encourager tous les mouvements sécessionnistes ou autonomistes. Bon, c'est un grand classique dans la diplomatie française vis-à-vis de l'Allemagne, bavarois, rhénans, etc. Et puis, ces hommes de la mission Agnin, donc dans cette année 19 et au début de l'année 1920, ils agissent et ils développent une méthode diplomatique qui repose, et c'est là que les choses sont assez intéressantes à mon sens, véritablement sur une stratégie de pénétration raisonnée de la société berlinoise via des réseaux qui sont quasiment scientifiquement constitués. C'est-à-dire qu'on fait des fiches, on note chaque jour quel entretien on a eu avec telle personnalité, sur quoi on peut discuter et quelle information un tel est susceptible d'apporter, etc. Donc on a une pénétration de cette société plutôt berlinoise extrêmement rationnelle, extrêmement rationalisée, et un réseau qui est extrêmement étendu et beaucoup plus étendu que ne l'était celui de la diplomatie officielle de l'ambassade d'avant-guerre, qui se limitait en gros à la Wilhelmstrasse, donc à la diplomatie allemande et aux quelques cercles de la cour. Là, en l'espace de un peu plus d'un an, on retrouve dans les archives de cette mission plus de 300 interlocuteurs répertoriés, individualisés et issus de tous les cercles. Cercles économiques, cercles syndicaux, beaucoup dans la gauche socialiste et notamment le socialisme indépendant, dans les milieux pacifistes, mais aussi une pénétration du capitalisme allemand, du grand capitalisme allemand, Stines, Krupp, et donc effectivement un rayonnement très large finalement de cette stratégie de réseau. Cette mission, donc, elle est en place à partir de mars 19, et puis elle voit, en janvier 1920, elle est confrontée à la réouverture officielle de l'ambassade, puisqu'elle était à l'aise dans une espèce de diplomatie officieuse, mais avec la mise en place, l'entrée en vigueur du traité de Versailles en janvier 1920, l'ambassade rouvre officiellement ses portes. Elle est placée, dans un premier temps, sous la direction d'un chargé d'affaires, avant qu'on mette en place un ambassadeur. Ce chargé d'affaires, c'est Henri Chassaing de Marcilly. C'est un pur produit de la carrière, à cette nuance près quand même qui vient des cadres consulaires, ce qui est assez original pour Berlin, qui n'a pas une grande tradition consulaire. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est qu'à partir de ce moment-là, à partir donc de janvier 1920, on a deux voies, puisque la mission Agnin demeure à Berlin, deux voies et deux méthodes diplomatiques qui se mettent en place et qui cohabitent très difficilement d'ailleurs dans les murs de l'ambassade berlinoise. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la confrontation à la fois personnelle et des lignes de vue politiques et des méthodes diplomatiques entre la ligne, on va dire, traditionnelle, classique, que représente Henri Chassaing de Marcilly, et la ligne beaucoup moins académique et beaucoup plus originale que représente celle d'Agnin et de ses hommes. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'au terme d'une lutte de rivalité d'influence, grâce aussi au changement des influences au sein du Quai d'Orsay à Paris, au printemps 1920,
c'est finalement la ligne traditionnelle, la ligne du Quai d'Orsay, la ligne de Marcilly, donc, qui l'emporte, on va dire. Haguenin lui-même parvient à rester à Berlin, mais il est recasé dans une espèce de placard doré à la commission des réparations. Et l'ambassade qui réouvre officiellement elle avait déjà ouvert ses portes, mais qui retrouve un ambassadeur officiellement au 1er juillet 1920, revendique sa continuité avec une tradition diplomatique qu'elle considère comme étant prestigieuse, et elle veut renouer le lien du passé, bien plus qu'elle ne veut rompre avec les expériences ou les errements des années d'avant-guerre. Alors, justement, ça pose dans un deuxième temps la question de l'adaptation de cette ambassade berlinoise, qui était donc un des piliers, une des institutions phares quand même de cette diplomatie héritée du traité de Vienne. Adaptation difficile aux nouvelles mœurs diplomatiques, très clairement, des années 20. Je vous disais que l'ambassade retrouve un ambassadeur au 1er juillet 1920. Cet ambassadeur, c'est Charles Laurent. Et la personnalité et la mission de ce premier ambassadeur de France au sein de la République d'Allemagne, de la toute jeune République de Weimar, est à la fois symptomatique d'une volonté de renouvellement des cadres diplomatiques, mais aussi des limites et des difficultés finalement de s'adapter à ce nouveau climat. Charles Laurent, donc, il est nommé par le président du Conseil, Alexandre Millerand, à Berlin. Il n'est pas diplomate. C'est un polytechnicien, il a eu une carrière modèle dans toute l'administration financière. C'est un haut fonctionnaire de premier rang. Il a été, entre autres, secrétaire général du ministère des Finances, président de la Cour des comptes, etc. etc. Il est à la retraite depuis plusieurs années et il fait des affaires dans tous les grands groupes industriels français depuis. C'est cet homme, donc, que Alexandre Millerand sort de sa retraite pour le nommer ambassadeur de France à Berlin, hors donc des cadres de la carrière. Cri d'indignation d'une bonne partie du Quai d'Orsay. Mais ce qui est intéressant, c'est que Millerand et ceux qui défendent cette nomination la présentent comme une modernisation, je cite, de justement cette diplomatie française à Berlin qui reposerait désormais sur la compétence et l'expertise, la justification étant le principal dossier qui va attendre l'ambassadeur de France à Berlin, c'est la question du relèvement économique de l'Allemagne et, plus intéressant encore peut-être pour les diplomates français, la question évidemment des réparations. Et que pour pouvoir traiter à bien ces questions, il faut des experts des questions économiques et financières. Le fait de recruter un ambassadeur de France à Berlin hors de la carrière diplomatique, c'est une première pour la Troisième République française, puisque le dernier recruté hors des cadres, c'était l'ambassadeur Gontaubiron en 1871, dans le contexte très particulier, évidemment, du changement de régime en France et de la défaite contre l'Allemagne bismarckienne. Donc, volonté de changement incarnée par cette nomination assez extraordinaire, mais une mission qui aboutit très vite à un constat d'échec. D'abord, c'est la mission la plus courte de tous les ambassadeurs de France à Berlin sous la Troisième République, 33 mois, un peu plus de 2 ans et demi, et 33 mois qui sont marqués par une détérioration extrêmement rapide des relations franco-allemandes. Je vous passe les détails, mais Charles Laurent quitte Berlin en décembre 1922, au plus mal, si je puis dire, du point de vue des relations franco-allemandes, à la veille de l'occupation de la Ruhr, et à un moment où le bras de fer entre Paris et Berlin n'a jamais été aussi violent et aussi fort. Et il est remplacé par celui qui peut faire figure du point de vue de son profil et de son portrait d'anti-Charles Laurent, par Pierre de Margerie, alors ambassadeur ici, à Bruxelles, et lui, pour le coup, qui a derrière lui 40 ans de carrière au sein du Quai d'Orsay, qui a été, entre autres, directeur des affaires politiques du Quai d'Orsay pendant la guerre. Donc, par son chef, en tout cas, le profil de son chef, on peut dire que l'ambassade de la Pariser Platz renoue finalement très vite avec cette tradition. Un autre symbole de cette modernisation, finalement, ou de cette ouverture de l'ambassade à l'expertise hors des cadres proprement dits de la carrière, c'est la création de ce qu'on appelle à Berlin et dans tous les organigrammes les services annexes. La formule est un petit peu floue, mais ce sont 4 services qui sont créés au sein de la nouvelle ambassade en 1920. Service économique, service industriel, service financier et un service qui est en fait un bureau d'information politique, mais qu'on appelle service des études sociales. Et pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, ces services ont la grande particularité d'être peuplés de gens qui ne sont pas des diplomates. Ce sont des ingénieurs, ce sont des juristes, ce sont des universitaires, des banquiers, des hommes d'affaires.
tous sont là au nom d'une compétence technique que le diplomate polyvalent ne posséderait pas et qu'il serait bon de voir mise en œuvre à Berlin. Au passage, cette institution des services annexes qui sont, et c'est important, sous la tutelle du Quai d'Orsay et non pas du ministère du Commerce, des Finances ou autre, c'est une innovation berlinoise, autant que je le sache, en tout cas, ça n'existe pas dans les autres ambassades du réseau français. Toujours est-il que cette innovation, elle est très limitée en termes de délai et de temps, puisque ces services sont dissous dès 1924 pour des raisons budgétaires et qu'ils sont remplacés cette fois par effectivement les services d'un attaché commercial, d'un attaché économique en 1924, complété par un attaché financier en 1930. Mais ces attachés ont pour grande différence par rapport aux services annexes des années précédentes de ne plus dépendre du Quai d'Orsay, mais du ministère du Commerce pour l'attaché économique, du ministère des Finances pour l'attaché financier. Ce qui, du point de vue de l'ambassade berlinoise, a une conséquence importante, c'est la lutte de corps, la querelle institutionnelle qui s'institue dans les murs de la Pariser Platz entre ceux qui se prétendent les vrais diplomates dépendants du Quai d'Orsay, et puis ceux qui font figure d'experts, mais qui sont relégués d'ailleurs même géographiquement hors des murs de la belle ambassade de la Pariser Platz, puisque ces nouveaux auxiliaires, on va dire, de la diplomatie française à Berlin n'ont leur bureau que dans des quartiers beaucoup plus éloignés et moins prestigieux. Donc on voit là aussi que finalement cette ambition et cette innovation, elle est relativement brève et elle aboutit surtout à un repli corporatiste de ceux qui se considèrent comme les tenants de la vraie diplomatie. Dernier point sur cette difficulté de faire et de composer finalement avec le renouvellement des pratiques diplomatiques dans l'entre-deux-guerres. La question très importante et qui dépasse évidemment le cadre restreint de l'ambassade de France à Berlin, de l'articulation entre une institution phare du bilatéralisme par nature, l'ambassade, c'est l'ambassade de France à Berlin, son rayon d'action, c'est les relations franco-allemandes par définition, et une diplomatie européenne qui, elle, devient de plus en plus évidemment multilatérale, d'abord par le biais des sommets ministériels dans la première moitié des années 20 et des grandes conférences interalliées desquelles les ambassadeurs de France à Berlin sont exclus systématiquement, ce qui n'est pas le vrai d'autres ambassadeurs, et ce qui provoque d'ailleurs un ressentiment. L'ambassadeur de Grande-Bretagne à Berlin, Lord d'Abernon, est présent dans toutes les conférences interalliées et donc est très informé. En tout cas, c'est comme ça que le voient les diplomates français. Les diplomates français, eux, en sont exclus et n'arrivent pas à trouver cette place dans la diplomatie interalliée de la première moitié des années 20. Ils sont aussi exclus dans la deuxième moitié, cette fois, des circuits de la diplomatie multilatérale liée à la SDN, cette SDN qui prend une place de plus en plus importante à partir de 24-25 dans la diplomatie européenne et qui contribue à marginaliser très clairement l'ambassade. L'exemple le plus frappant étant le rapprochement franco-allemand qui s'opère sous l'égide de Gustav Stresemann et d'Aristide Briand à partir de 25-26 et qui s'opère complètement en dehors de l'ambassade de France à Berlin. Dans son dos, elle n'est pas tenue au courant des réunions entre les deux hommes. Elle a vraiment beaucoup de mal à trouver sa place dans un circuit qui lui échappe. Là encore, je ne rentrerai pas dans les détails, mais effectivement, le problème de cette articulation entre Berlin et Genève est récurrent. Et à partir du début des années 30, l'arrivée d'un nouvel ambassadeur, André-François Poncet, qui a pour très vieil ami et camarade de promotion à l'École normale supérieure, justement, René Massigli, chef du service français de la SDN, met en place un espèce de lien individuel entre les deux institutions, mais un lien individuel qui ne pallie pas les déficiences des liens structurels entre deux organismes chargés des relations franco-allemandes et souvent concurrentes. Donc, difficulté incontestablement, mais je voudrais pour finir, il me reste 3 minutes. Oui, je voudrais pour finir montrer qu'il ne faut pas non plus avoir une vision trop caricaturale de ces questions. Évidemment, la recomposition des systèmes diplomatiques demande aux institutions traditionnelles, ou anciennes en tout cas, que sont les grandes ambassades, de repenser une partie de leur méthode et de leur mission, mais elles ne sont pas nécessairement toujours résistantes ou en opposition à ces mutations. Et pour coller aux thématiques du colloque, la question des réseaux en témoigne vraiment.
Réseau interne, ce que j'appelle réseau interne, c'est-à-dire interne à l'appareil diplomatique français, comme les réseaux externes, donc les réseaux déployés par l'ambassade dans la ville de Berlin, en témoignent. Du point de vue des réseaux internes, il est important de relever, et je n'y avais pas pensé, c'est vraiment quelque chose que j'ai pu constater en étudiant les dossiers des personnels, la fracture entre bi- et multilatéralisme, qu'on met souvent en avant comme étant une ligne de rupture entre la vieille diplomatie et la nouvelle diplomatie, cette fracture, elle n'existe pas dans le parcours des diplomates, en tout cas en France. Il n'y a pas des bilatéralistes, des diplomates d'ambassade d'un côté et des diplomates multilatéralistes de l'autre. Et il y en a d'autant moins à Berlin à la fin des années 20 et au début des années 30, c'est-à-dire au moment où la SDN joue un rôle important. Au contraire, on observe un espèce de circuit de trajectoire privilégiée entre Genève, Berlin, Genève. Beaucoup de diplomates, et notamment les 2 conseillers de l'ambassade à la fin des années 20 et au début des années 30, donc le numéro 2 de l'ambassade à chaque fois, est recruté au SFSDN, donc au service français de la SDN. Il y a là un vivier privilégié pour recruter les hommes qui vont travailler à Berlin, et beaucoup repartent à Genève une fois leur mission berlinoise terminée. Donc on a des gens qui, certes, sont en concurrence, mais qui se connaissent mutuellement, et les diplomates qui sont en poste à Berlin n'ignorent rien des arcanes, si je puis dire, de la diplomatie telle qu'elle se met en place à Genève. Peut-être, en s'arrêtant un tout petit peu plus longtemps, la question des réseaux berlinois, cette fois, est aussi intéressante, puisque pour contrebalancer la marginalisation qui pourrait être celle de l'ambassade de France, celle-ci développe une stratégie que je dénommerai volontiers de mettre en avant ce qui est son avantage comparatif. Quel est son avantage vis-à-vis des autres circuits de la diplomatie? C'est qu'elle est à Berlin au quotidien, dans une immersion qui lui permet de tisser des liens. Et elle va jouer à fond cette carte-là, dans des directions un petit peu différentes. Elle profite de la présence d'Oswald Hénard, lui aussi qui vient des milieux universitaires, qui était le bras droit d'Agnin en 1919-20, et qui va devenir la personnalité centrale de la diplomatie des réseaux français à Berlin. Et c'est notamment lui qui va participer à rapprocher Stresemann et Briand dans la deuxième moitié des années 20. Elle va aussi, cette diplomatie de réseau, s'attacher à profiter ou à soutenir tous les mouvements de la société civile en vue d'un rapprochement franco-allemand dans la deuxième moitié des années 20. Par exemple, le comité Mayrisch, qui joue un rôle très important, qui est incarné à Berlin par l'activité débordante de Pierre Viennot, qui est en lien étroit avec l'ambassade. L'ambassadeur de Margerie va aussi soutenir tous les réseaux catholiques pour le rapprochement entre catholiques allemands et catholiques privés. Et d'autres initiatives privées de cette sorte qui fleurissent dans la deuxième moitié des années 20 et que l'ambassade encourage, parfois finance, et en tout cas essaye d'utiliser à son profit. Parfois elle les redoute aussi comme une concurrence, mais ce qui est intéressant, c'est que finalement elle a fait le deuil du monopole diplomatique sur les relations franco-allemandes, et elle essaye de trouver sa place. Et puis, dernier mot, il y a la place particulière et le rôle particulier qu'occupe Roland de Margerie dans cette affaire des réseaux berlinois. Roland de Margerie, c'est le fils de l'ambassadeur Pierre de Margerie, qui, contrairement à son père, parle très bien allemand et qui développe dans le Berlin des années 20 et des années 30 d'ailleurs, puisqu'il est à Berlin jusqu'en 1936, une sociabilité de salons qui sont un peu le 18e, voire le 19e siècle, qui s'appuie notamment sur sa femme, Jenny de Margerie, qui est née Fabrelus, qui était la sœur d'Alfred Fabrelus. Et dans ces salons du couple de Margerie viennent tout ce que le Berlin de la République de Weimar compte de savants, d'auteurs francophiles, d'éditeurs, de peintres, etc. Et tous ces réseaux sont mis directement... sont mis directement au profit de la diplomatie française. On va les utiliser par exemple pour traduire en français, en allemand, Claudel, Morand, etc., etc. Donc c'est vraiment là aussi à la fois une diplomatie traditionnelle qui sent un peu le 18e ou le 19e siècle, mais de manière très raisonnée. Donc pour conclure, cette idée effectivement d'une recomposition et d'une nécessaire adaptation de l'ambassade de France à Berlin
comme de toutes les grandes ambassades au moment de l'entre-deux-guerres, me semble décisive. Là, et je crois qu'il faut retenir l'idée que l'ambassade ne s'est pas opposée à toutes ces modernisations, elle a eu parfois du mal à composer avec elles. Sa spécificité, à mon sens, c'est surtout qu'elle a revendiqué une tradition, une continuité avec la ligne diplomatique et avec les méthodes diplomatiques de l'entre-deux-guerres, au moment même où les mots d'ordre triomphants de la diplomatie européenne, c'était ceux de la nouvelle diplomatie, de la sécurité collective. Elle a cherché finalement sa place, ce que feront toutes les grandes ambassades dans les systèmes internationalisés au XXe siècle. Merci beaucoup.